Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'entrée de Robert Badinter au Panthéon. Robert Badinter au Panthéon, la cérémonie va bientôt commencer au Temple républicain. Robert Badinter a mené de grands combats. L'ancien garde des Sceaux a aboli la peine de mort, dépénalisé l'homosexualité. Il a amélioré les conditions de détention des détenus et du personnel pénitentiaire. Robert Badinter a lutté contre l'antisémitisme. On va vous faire vivre cette cérémonie. Vous voyez en ce moment le cénotaphe de Robert Badinter en bas de la rue Soufflot avec ce public. Eh bien, il va remonter cette rue Soufflot jusqu'au Panthéon avant d'entrer au Panthéon. Va bientôt débuter. Et la cérémonie, vous l'avez entendu, va bientôt débuter. On va vous la faire vivre avec Stéphanie Trouillard qui est avec nous, journaliste à France 24, spécialiste de l'histoire. Merci d'être là Stéphanie. En face de vous, Frédéric Chauveau, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de la justice pénale. Vous avez connu d'ailleurs Robert Badinter, bienvenue. Boris Rosenthal, bonsoir. Bonsoir. Avocat pénaliste associé, fondateur du cabinet Chango Avocat. Vous aussi, vous avez rencontré plusieurs fois Robert Badinter puisque la promotion, votre promo, porte le nom de l'ancien garde des Sceaux. Et puis au Panthéon, nous avons Pauline Godard, notre envoyée spéciale. Le Panthéon, ce temple républicain. On va revoir donc l'image justement du cénotaphe de Robert Badinter. Le voilà. Et on va tout de suite écouter Pauline Godard, la retrouver justement au milieu de la foule. Pauline. Tout est en place, la cérémonie pour la panthéonisation de Robert Badinter va bientôt débuter. Et sur le Panthéon, il y a écrit ces deux phrases symboliques. La justice française ne sera plus une justice qui tue. La peine de mort est abolie. Robert Badinter va bientôt donc faire son entrée au sein du Panthéon, 44 ans, jour pour jour, après la promulgation de la loi qui a aboli la peine de mort et dont il était l'auteur en tant que garde des Sceaux. Il était également un défenseur infatigable des droits humains. Ici, comme vous pouvez le constater, beaucoup de personnes ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie. Il y a notamment Françoise avec qui nous avons pu parler. Elle n'habite pas à Paris et il fallait qu'elle soit là coûte que coûte. C'était une évidence d'être ici pour Robert Badinter. J'étais abolitionniste. Il incarne avec beaucoup de droiture. Il a incarné avec beaucoup de droiture la République et ses valeurs et on en a bien besoin en ce moment. En effet, d'autres personnes nous ont confié que cette cérémonie était comme une parenthèse par rapport à ce que la France traverse en ce moment et cette crise politique. Et ça permettait aussi d'avoir en tête que la France peut être grande et que c'est important de s'en souvenir lors de ces cérémonies de panthéonisation. Jean, avocat, nous a lui expliqué que Robert Badinter avait été un modèle pour lui et que c'est lui qui lui avait donné l'envie d'être avocat pénaliste. Quant à Paul-Émile, il est venu exprès depuis Nancy. Il fait du droit. Pour lui, pour les jeunes, nous a-t-il dit, Robert Badinter était un symbole et il espère pouvoir un jour faire une carrière comme la sienne. Je vous le disais, donc la cérémonie va démarrer dans quelques minutes. Une cérémonie qui se veut sobre et solennelle à la demande de la famille de Robert Badinter. Un discours d'Emmanuel Macron est attendu, mais aussi la prestation du chanteur français Julien Clerc. Il doit chanter cette chanson symbolique, L'assassin assassiné, une chanson qui dénonce la peine de mort. Cette cérémonie qui va bientôt démarrer, Stéphanie Trouillard. Un petit mot tout de même, effectivement, cette cérémonie elle a lieu le 9 octobre, le jour de l'anniversaire de la promulgation de la loi d'abolition de la peine de mort il y a 44 ans. On peut dire que c'est un symbole fort pour y faire entrer au Panthéon Robert Badinter. Oui, c'était la date qui s'imposait, mais c'est vrai que c'est l'homme de l'abolition de la peine de mort en France, mais cette cérémonie aussi va marquer tous ces combats aussi. Donc elle va s'organiser autour de trois grands thèmes: la mémoire, la justice et la République. Robert Badinter, c'est pas seulement l'homme de l'abolition, c'est aussi un homme qui a combattu toute sa vie l'antisémitisme. Il a continué à combattre aussi l'abolition à travers l'abolition universelle. C'est un homme qui a aussi été le président du Conseil constitutionnel. Donc
Voilà, il y a beaucoup de choses à dire dans une cérémonie qui se veut assez sobre et solennelle. Assez sobre, courte. Qui a été en fait aussi organisée par sa femme, Elisabeth Badinter, qui a beaucoup contribué au programme de cette cérémonie. Oui, c'est d'ailleurs elle, Pauline le rappelait, c'est un cénotaphe. Donc en fait, le corps de Robert Badinter est toujours dans le cimetière de Bagneux. Malheureusement, de triste actualité aujourd'hui parce que sa tombe a été profanée. Donc le corps va rester à la demande de la famille dans sa tombe. Et dans ce cénotaphe, donc dans ce cercueil symbolique, il va y avoir plusieurs éléments, sa robe d'avocat. Et sa femme a choisi 3 livres. Donc Idy, c'est un livre qu'il avait fait en hommage à sa grand-mère qui est morte au cours de la Seconde Guerre mondiale. Un livre de Victor Hugo, Chose vue, qui était son modèle dans l'abolition de la peine de mort. Et aussi la biographie qu'ils avaient écrite ensemble, Elisabeth Badinter et Robert Badinter, sur Condorcet, qui était aussi l'un des modèles de Robert Badinter. Guillaume Gallienne, qui va d'ailleurs faire un discours, qui va lire ce discours de Victor Hugo, ce discours du 15 septembre 1848, sur justement, qui est contre la peine de mort. Ça va être en fait la première lecture du comédien Guillaume Gallienne. Ça sera dans une dizaine de minutes. On va la suivre bien sûr ensemble en direct. Frédéric Chauveau, vous qui êtes l'historien spécialiste de l'histoire pénale, qu'est-ce qui vous marque le plus quand on parle de Robert Badinter? C'est justement l'abolition de la peine de mort? Oui, le premier élément qui arrive, c'est l'abolition de la peine de mort. Là, c'est indiscutable. C'est un rayonnement, une déflagration considérable à l'échelle internationale. Mais c'est aussi le combat permanent pour un certain nombre de causes, puisque cela a déjà été dit, mais sans doute que le combat majeur tout au long de sa vie de Robert Badinter, ça a été contre toutes les formes de discrimination. Ça, c'est une constante. Dépénalisation de l'homosexualité, un certain nombre d'autres combats. Et puis comme historien... Pour l'égalité des hommes et des femmes Pour l'égalité des hommes et des femmes. Le fait que, par exemple, c'est grâce à lui, la loi de 1983, le chef de famille n'existe plus. Du coup, il y a effectivement égalité au sein du couple pour élever les enfants. Et puis, comme historien, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est un homme de culture. Il a travaillé aussi beaucoup sur la prison. Il a rencontré toute une série de personnalités. Et dans son bureau, il avait notamment un portrait du philosophe Michel Foucault qui avait œuvré beaucoup sur les prisons. Et donc Robert Badinter, ça reste aussi pour les historiens une icône, mais c'est pas simplement quelqu'un qui est mis sur un piédestal, c'est aussi donc un combat qui est constant, permanent et qui reste toujours fragile parce qu'il n'est jamais terminé. Boris Rosenthal, il était le parrain de votre promotion. Il était le parrain de la promotion. Quand vous avez passé le barreau. Absolument, de l'EFB, l'école de formation des barreaux près la Cour d'appel de Paris. Quel est son héritage pour vous? Il y a beaucoup d'héritage. J'entends beaucoup, il s'est battu contre. Moi, l'héritage principal, et si je devais le résumer, j'ai plutôt tendance à parler en positif. Il s'est battu pour l'humanité, en réalité. Pour l'humanité, pour rendre l'humanité aux personnes qui étaient condamnées à mort, pour rendre l'humanité dans la parole, pour rendre l'humanité aux personnes incarcérées, pour rendre l'humanité contre l'homophobie, mais pour rendre l'humanité à ceux pour qui la nature... je ne sais pas comment je vais Mais pour un avocat, il a quand même transformé le droit français. Absolument. Il a transformé. Et puis j'entendais un de mes confrères tout à l'heure, à travers l'envoyé spécial, qui disait que c'était un modèle. Et c'est un vrai modèle, en tout cas pour moi et pour toute une génération. Il vous a inspiré quand vous avez choisi ce métier? Mais il m'inspire chaque jour. J'ai un grand portrait de Badinter dans mon bureau. Il m'inspire chaque jour. Il m'inspire dans les dossiers, dans la manière de traiter les dossiers, dans la manière de traiter avec humanité les dossiers, dans chaque plaidoirie. Et son éloquence? Et son éloquence, et son art oratoire. C'est quelqu'un, et on en parle, Stéphanie parlait tout à l'heure de la profanation aujourd'hui de sa tombe. Dans les heures troubles qu'on vit, il avait tendance à parler avec énormément de nuances et de justesse, ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Et il prenait toujours la parole d'ailleurs, y compris lorsqu'on parle d'antisémitisme. Il a pris la parole souvent, Stéphanie. Fils d'immigrés d'une famille juive de Bessarabie, c'était Robert Badinter. La Bessarabie, c'est un territoire qui est situé aujourd'hui en Moldavie, marqué par la déportation de son père. C'est un peu là que tout a commencé. Oui, j'ai rédigé un article pour le site de France 24 où je l'appelais l'éternel orphelin. Vraiment, c'est sa blessure originelle. Alors, il faut noter aussi qu'il est décédé dans la nuit du 8 au 9 février 2024, donc l'année dernière. Et c'est le 9 février 1943 que son père, Simon, a été arrêté à Lyon lors d'une rafle rue Sainte-Catherine orchestrée par Klaus Barbie, qui était le chef de la SS à l'époque. Et Robert Badinter a failli être arrêté ce jour-là. En fait, il s'est rendu sur place parce que ne voyant pas son père revenir, il a eu la présence d'esprit de partir à temps. Et son père donc, a été arrêté puis déporté à Sobibor. On voit le public là, Laurent Fabius, on voit aussi Yael Braun-Pivet, donc la présidente
de l'Assemblée nationale dans le public. Cette cérémonie qui devrait commencer probablement dans quelques minutes. Michel Sapin est également là, je le vois. Donc un certain nombre de personnalités politiques, il y a aussi un certain nombre d'avocats. Et puis les biographes de Robert Badinter sont aussi présents. Vous les voyez, ils sont tous donc là, c'est à l'intérieur du Panthéon. Et ça sera donc la phase finale, puisque vous avez vu que le cénotaphe de Robert Badinter, pour l'instant, se trouve en bas de la rue Soufflot. Ça se passe dans le 5e arrondissement à Paris. Et ils vont donc remonter son cénotaphe jusqu'à donc le faire entrer dans ce temple républicain qu'est le Panthéon. On parlait d'antisémitisme, de justice. Est-ce que c'est particulièrement important aujourd'hui, Frédéric Chauveau, cette entrée au Panthéon de Robert Badinter, dans une période où on voit que le droit international est bafoué tous les jours, que cette nuance dont on parlait est de moins en moins vraie, les réseaux sociaux ne font que polariser la population un peu plus. Donc est-ce que ça peut avoir un impact peut-être sur ceux qui nous regardent, sur la mémoire, de le faire entrer au Panthéon en ce moment ? Oui, là, je crois que c'est indéniable. Il y a forcément donc un impact sur la mémoire dans toute une série de domaines. Là, vous avez évoqué la question de l'antisémitisme qui, malheureusement, donc aujourd'hui est très présente et circule par toute une série de canaux. Donc ça, c'est un message qui est fort. Mais il existe aussi toute une série d'éléments, même encore aujourd'hui, sur la peine de mort. Parce que dans le cadre du Panthéon, il ne faut pas oublier, Robert Badinter a aussi donc prononcé donc un grand discours pour l'abolition universelle de la peine de mort. Voilà. Donc pour lui, c'était un combat qui était présent, mais un combat évidemment qui n'est jamais terminé. À mener en France. Ouais, tout à fait. Beaucoup plus large que cela. Il fallait que ça soit le cas dans d'autres pays. Cette abolition, cette époque en fait, est-ce que c'est ça finalement qui reflète Boris Rosenthal, Robert Badinter, toute une époque en fait. Est-ce qu'on peut encore utiliser son héritage aujourd'hui dans l'époque dans laquelle on vit ? Plus que jamais, les combats sont présents. Je me souviens, je garde en mémoire son discours lors de l'entrée solennelle de notre promotion à l'EFB. Il disait les combats, ils ne sont pas du passé, les combats, ils sont devant nous et les combats, ils sont à portée de main. Il faut s'en saisir, il faut s'indigner. L'abolition universelle de la peine de mort que poursuit une association Ensemble contre la peine de mort, dont il est le président, dont il est un des fondateurs et président d'honneur de cette association. Ça, c'est un combat, mais il en avait plein d'autres et vous les avez cités. La surpopulation carcérale aujourd'hui. Alors ça, c'est un de ces combats aussi très importants. L'indignité. Humaniser les prisons, ça faisait partie et combattre l'indignité en prison, combattre la surpopulation carcérale, combattre les conditions indignes de détention. Une société qui incarcère dans ces conditions-là n'est pas digne de juger et d'incarcérer. Et c'est ce que disait Robert Badinter. C'était un de ses Mais il combats. dénonçait aussi le tout répressif aujourd'hui, non ? Parce que c'est un peu ça aujourd'hui. On n'est plus dans l'humanisation vraiment des prisons. C'est encore une fois, ce n'est plus vraiment l'époque. Non, c'est plus vraiment l'époque. Et en même temps, j'ai tendance à croire que s'il était aujourd'hui encore là, il pourrait combattre les procédures les plus indignes de la justice, qui sont par exemple les comparutions immédiates dont on parle de manière assez régulière et qui sont une procédure expéditive et avec une proportion très importante d'incarcération. Un mot aussi sur Condorcet, parce que c'est quand même intéressant de le dire. Stéphanie Trouillard, il avait écrit un livre sur Condorcet avec Elisabeth Badinter. Et Condorcet est au Panthéon. Enfin, d'ailleurs, ils n'ont jamais retrouvé son corps. Donc là aussi, c'est un cénotaphe de Condorcet. Il va être à côté de Condorcet. Ça aussi, c'est important comme symbole. Oui, il va rentrer dans le caveau des révolutionnaires aux côtés de Condorcet, l'abbé Grégoire. Donc on parle beaucoup de Victor Hugo, qui était l'un de ses modèles, mais aussi Condorcet. Alors, pour l'abolition de la peine de mort, mais aussi pour d'autres éléments, notamment l'instruction publique. Il était abolitionniste aussi. Il était abolitionniste aussi. C'est lui aussi qui a été moteur aussi dans l'idée de l'instruction publique. Après, c'est Ferry qui a suivi. Aussi l'égalité homme-femme. Le couple que formait Condorcet avec sa femme était complètement moderne pour l'époque. Donc c'était aussi l'un de ses modèles. Et il en a fait cette biographie avec sa femme que symboliquement va être dans ce cénotaphe. Et il va reposer de manière symbolique, donc pas son corps, dans ce caveau. Et rejoindre aussi tant de grands hommes
pour laquelle il avait tant d'admiration. Donc Victor Hugo et Condorcet, c'était vraiment, pour le coup, ils étaient au panthéon de Oui, puis c'était un Robert homme Badinter. qui était aussi prêtris on parlait de littérature, qui a aussi laissé une œuvre. Alors, il refusait d'écrire son autobiographie, ça c'est quelque chose qu'il n'a pas fait, mais il a écrit notamment aussi un livre sur le barreau de Paris lors de l'occupation, de la Seconde Guerre mondiale, pour montrer comment les avocats juifs avaient été traités à cette époque-là. C'est quelqu'un qui s'intéressait à énormément de domaines. Ce livre qu'il a consacré à sa grand-mère, qui est morte durant l'occupation, donc il a laissé une œuvre très riche. Alors justement, sur le droit en particulier, puisque vous êtes un spécialiste de la justice pénale, Frédéric Chauveau, est-ce que ces valeurs de tolérance, de justice, est-ce qu'elles font encore partie du droit ? Est-ce qu'on peut défendre cela encore aujourd'hui, alors qu'on voit qu'on est plutôt dans une époque de révolution conservatrice, donc on dénonce le réalisme juridique, on dénonce ce droit qui s'adapte à la société aujourd'hui. Oui, parce que... Il faut continuer à le défendre, ça doit être un des combats. Il faut continuer à le défendre parce que ce qu'on oublie aussi parfois, c'est que c'est grâce à lui aussi on a eu une véritable reconnaissance du droit des victimes. Quelque chose qui était évidemment donc sous la table, qui n'était pas à l'ordre du jour. Ensuite, sur la question de la prison... Qu'est-ce qu'il a fait pour le droit des victimes en particulier ? Du coup, désormais, donc, parce que lui... Il a créé le statut. Voilà. Il était donc vraiment indigné pour le sort qui était réservé aux victimes, alors pas simplement des victimes de terrorisme, mais aussi par exemple des victimes d'accidents de la route, en disant que voilà, c'était les laissés pour compte, la justice ne s'en occupe pas et qu'il était donc absolument important de s'en saisir. Mais sur la prison, enfin lui aussi, et ça c'est toujours d'actualité, en disant bon, la prison elle est toujours extrêmement répressive. Lui-même a étudié par exemple la prison républicaine entre 1875 et 1914. Là, il y a des mesures qui ont été prises, comme par exemple la loi sur le sursis, la libération conditionnelle, et il a observé qu'il y avait donc un affaissement du nombre de détenus. Et pour lui, la priorité, c'est de rendre un citoyen à la société. Sinon, la prison n'a pas de sens. Donc, dans toute une série de domaines, ces combats sont toujours d'actualité. Il faut simplement, le mot est un peu faible, prolonger l'ensemble de ces combats et ces actions, mais l'actualité reste brûlante. Et vous, c'est l'héritage justement que vous voulez mettre en avant, celui-ci ? Pour rebondir là-dessus, oui, c'est l'humanité sous toutes ses formes et particulièrement aussi des on voit victimes. Là, pardonnez-moi, je vous interromps parce qu'on vient de voir l'arrivée donc de François Hollande, on voit Alain Juppé également, Bernard-Henri Lévy, qui sont au premier rang. Ce sont les images donc au Panthéon, Michel Sapin, Elisabeth Guigou, ancienne garde des Sceaux, également présente, Manuel Valls, donc personnel politique, vous venez de voir ici l'ancien ministre de l'Éducation, de dos. Tout ça se passe donc au Panthéon. On s'attend à ce que la cérémonie démarre très bientôt. En tout cas, vous voyez que les invités ne sont pas encore totalement installés, donc il va falloir attendre encore probablement quelques minutes. Stéphanie, c'est Emmanuel Macron a panthéonisé davantage que ses prédécesseurs. Donc Robert Badinter est le 5e à entrer au Panthéon avec Emmanuel Macron. Il y a eu Maurice Genevoix, Simone Veil, Joséphine Baker, Missak Manoukian et puis Marc Bloch, ça oui, c'est le mois prochain. Finalement, sur les 6 personnalités, il y en a 5 qui sont liées à la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que ça reste une histoire qui est quand même très prégnante, encore d'actualité aujourd'hui. Donc à part Maurice Genevoix, donc, qui était un écrivain, un ancien soldat de la Première Guerre mondiale, ce sont vraiment tous des symboles de la Seconde Guerre mondiale qui sont rentrés au Panthéon ces dernières années. C'est vrai que ça s'est un petit peu enchaîné. Marc Bloch sera le dernier en 2026, mais ce sont des figures très marquantes. Mais bon, Robert Badinter, c'est pas, contrairement à Joséphine Baker ou à Simone Veil, qui aussi avait marqué son temps pour la loi pour l'IVG, mais Robert Badinter ne représente pas, c'est une partie, c'est ça qu'on va montrer à travers ce combat pour la mémoire, mais c'est quand même l'homme de l'abolition de la peine de mort, mais tout son engagement s'est formé au cours effectivement de la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, ce que je retiens, c'est ce que je retiens aussi de vos interventions, c'est la dignité. Je pense que c'est vraiment le fil rouge de cet homme, ce combat pour la dignité. On parlait des prisons. Je sais qu'il avait été assez critiqué aussi pour avoir introduit des télévisions dans les prisons. Il prenait des décisions qui étaient contre aussi ce que pensaient aussi beaucoup de gens dans la population. Il prenait des décisions contre la majorité de l'opinion publique. Voilà, c'était le cas de la peine de mort. C'était le cas de la peine de mort. Mais il avait créé aussi une prison modèle, aussi l'idée d'une prison modèle, et les gens aussi critiquaient beaucoup en disant mais voilà, on met des criminels en prison, c'est pas pour qu'ils soient au Club Med, mais lui l'idée c'était d'humaniser les prisons et de rendre la dignité aux personnes dans le but de les réinsérer aussi.
Et c'est ce procès, Buffet-Bontemps en 1972, Frédéric Chauveau, qui a un peu changé pour Robert Badinter, puisqu'il n'a pas réussi justement à faire en sorte que Bontemps ne soit pas... D'ailleurs, ils ont tous les deux été condamnés à mort, exécutés. Et après ce procès en 1972, il dit, Robert Badinter, je suis devenu... Évidemment, ça a toujours été mon combat, l'abolition de la peine de mort, mais je suis devenu un militant à ce moment-là. Il y a eu une espèce de moment de bascule. Oui, tout à fait, parce qu'avant, c'était une conviction intellectuelle, effectivement, avec ses lectures. Victor Hugo, lecteur de choses vues, quand Victor Hugo raconte qu'en fait, tout jeune, il avait assisté au supplice d'un parricide et que le râle du supplicié, parce qu'à l'époque, on lui coupait le poing droit, lui est resté en mémoire. Et donc, lorsque Robert Badinter lit ça et découvre ça, intellectuellement, là, il se prononce contre la peine de mort. Son mentor, qui était un autre avocat très célèbre, Henri Torres, s'était aussi prononcé contre la peine de mort. Mais là, effectivement, parce que pour lui, c'est un vrai scandale, parce que pour la première fois... Pardonnez-moi, je vous interromps, on voit les images du président de la République, me semble-t-il, qui sort à l'instant donc de son véhicule et qui va se diriger donc avec Brigitte Macron vers le Panthéon. Il va donc probablement remonter la rue Soufflot. Ah non, il passe par derrière. Donc il arrive donc au Panthéon, place Edmond Rostand où se trouve le Panthéon, et il va passer donc par derrière pour justement arriver directement au Panthéon. Il n'a pas pris la rue Soufflot. On voit donc le chef de l'État ainsi que Brigitte Macron. On le disait, cette importance pour Emmanuel Macron, Stéphanie Trouillard, de ce Panthéon, de faire entrer ces personnalités qui ont joué un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale, ou Maurice Genevoix pendant la Première Guerre mondiale, au Panthéon. Il y a certaines personnes qui critiquent en disant qu'on est peut-être un peu d'essoufflement aussi avec ces cérémonies qui se répètent solennelles. C'est vrai que par rapport à d'autres... François Hollande avait fait rentrer 4 résistants au Panthéon en 2015, Germaine Tillon, Geneviève, Antonio de Gaulle et Pierre Brossolette et Jean Zay. Mais c'est vrai qu'il y a une accumulation ces dernières années. On sait que le président apprécie ces moments. C'est des moments pour rassembler la nation, comme Robert Badinter. Et on peut dire que c'est le coup d'envoi de la cérémonie. En revue les troupes de la garde républicaine. Donc on est sur une cérémonie classique avec le président qui
qui passe devant une troupe qui marque voilà, aussi l'attachement aussi, de Robert Badinter pour la République, un attachement qui lui venait de son père, qui était très attaché, lui qui était naturalisé français, qui lui a transmis vraiment aussi cet amour pour la République, d'être un serviteur de l'État en tant que ministre de la Justice et puis président du Conseil constitutionnel. Monsieur le Président de la République, les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement composé de la musique de la gendarmerie mobile, du drapeau et de 3 sections du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. L'ensemble est placé sous les ordres du lieutenant-colonel Nicolas Catroux, commandant en second le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Là, on le voit avec Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire. On attend la nomination d'un nouveau Premier ministre avant demain soir. Oui, les représentants politiques, bien sûr, sont conviés. Donc tous les anciens présidents de la République, les anciens premiers ministres. Et donc voilà, le Premier ministre démissionnaire, bien entendu, est présent à cette cérémonie. On peut rappeler aussi dans les mandats de Robert Badinter qu'il a été aussi sénateur pendant longtemps. Là, ça a aussi été oui, un sénateur. Il n'a jamais été élu. Je crois qu'il s'était présenté à une élection et qu'il n'avait pas été élu. Et donc, il a eu ce mandat de sénateur. Ah, donc, le couple présidentiel qui se rend au Panthéon. Mais c'est un homme qui n'aimait pas... Enfin, c'est François Mitterrand qui disait qu'il n'était pas assez politique. Parce qu'il avait été pressenti un moment pour être Premier ministre, mais François Mitterrand l'avait jugé pas assez politique pour ce poste. On a même Robert pensé à lui, Badinter. oui, pour être président de la République, je crois, au moment où Jacques Delors s'était désisté. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever, si vous le pouvez, pour accueillir le président de la République. Voilà, donc l'entrée du couple présidentiel au Panthéon. Yael Braun-Pivet à gauche. Donc tout le monde, tous les convives, tous les invités sont présents. Et au moment où le couple présidentiel va s'installer, la cérémonie va démarrer. Le cénotaphe de Robert Badinter sera transporté donc le long de la rue Soufflot jusqu'au Panthéon, justement. Donc beaucoup de personnalités politiques. Donc là, on reconnaît Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, la maire de Paris, puis aussi beaucoup de personnalités de la vie publique. Donc je sais qu'il y a des personnes de Ensemble contre la peine de mort, donc, dont Robert Badinter était le président d'honneur de cette association, qui porte encore aujourd'hui le combat contre l'abolition universelle. Puis j'ai vu à droite, j'ai reconnu Dominique Missica, qui est une historienne qui a fait une des biographies de Robert Badinter, là, que le président va saluer. Et bien sûr, les membres de la famille de Robert Badinter, donc son épouse Elisabeth, leurs 3 enfants, et certainement leurs petits-enfants. Et beaucoup de membres du barreau, des avocats, et qui sont présents à l'occasion de cette cérémonie. Il y a beaucoup de solennité. Une cérémonie qui se veut sobre. Voilà, il salue donc Elisabeth Badinter. Oui, c'est vraiment une cérémonie que la famille a voulu sobre. Elle a rappelé là, dans un entretien qu'elle a fait pour Libération, qui a été publié hier, que c'était aussi une nouvelle épreuve pour elle. C'est comme un second enterrement. C'est aussi difficile pour la famille de revivre un moment aussi solennel. Et elle, ce qu'elle avait peur, c'est d'être séparée de Robert dans la mort. Donc voilà, le président lui a laissé le choix du fait qu'il puisse encore reposer au cimetière de Bagneux, dans sa tombe, et que ce soit symboliquement un cénotaphe sans le corps de Robert Badinter qui repose au Panthéon.
sonate au clair de lune de Beethoven. Il est des hommes qu'on suit sans les connaître, des voix qui habitent nos silences et dont les engagements deviennent les nôtres. Pour Robert Badinter, Victor Hugo fut l'un de ces hommes. Et parmi les mots qui l'ont guidé, ceux prononcés à la tribune de l'Assemblée constituante du 15 septembre 1848. Messieurs, comme l'honorable rapporteur de votre commission, je ne m'attendais pas à parler sur cette grave et importante matière. Je dirai peu de mots, mais ils partiront du sentiment d'une conviction profonde et ancienne. Vous venez de consacrer l'inviolabilité du domicile. Nous vous demandons de consacrer une inviolabilité plus haute et plus sainte encore, l'inviolabilité de la vie humaine. Messieurs, une constitution, et surtout une constitution faite par et pour la France, est nécessairement un pas dans la civilisation. Si elle n'est point un pas dans la civilisation, elle n'est rien. Eh bien, songez-y. Qu'est-ce que la peine de mort ? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Vous ne l'abolirez pas peut-être aujourd'hui, mais n'en doutez pas, vous l'abolirez ou vos successeurs l'aboliront demain. Dans le premier article de la Constitution que vous votez, vous venez de consacrer la première pensée du peuple. Vous avez renversé le trône. Maintenant, consacrez l'autre. Renversez l'échafaud. Je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. Ces mots de Victor Hugo et tant d'autres qui ont fait date ont donné à la vie de Robert Badinter sa profondeur, sa force de conviction et son engagement sans compromis. Mais s'il s'est tant battu pour la justice, c'est aussi parce qu'il savait dans sa chair ce que l'injustice peut ravager. Car avant d'en faire un combat, ce fut pour lui une histoire de famille, une histoire de silence, d'exil et de perte. C'est là que commence son chemin, dans la mémoire. Bon. On a entendu Guillaume Gallienne, Stéphanie, qui a lu le discours de Victor Hugo du 15 septembre 1848, le discours contre la peine de mort. Pivot ! Tenez ! À bras ! Pivot ! En avant ! Marche ! Halte ! Pivot ! Épaulé ! Halte ! Halte ! Pivot ! Pivot !
L'histoire de Robert Badinter commence au début du XXe siècle. Lorsque sa famille fuit la Bessarabie, les pogroms persécutaient cette communauté juive de l'Empire russe, menaçant la vie, les livres, les noms. C'est en France qu'ils choisissent d'émigrer. Ce qui comptait, c'est que en France, à cette époque, et seulement en France, vous aviez, pour les Juifs, la reconnaissance de leur citoyenneté et de leur dignité. Un pays où on se déchire pour un capitaine juif est un pays où il faut aller, disait-on alors. 1928 marque une date fondatrice pour la famille Badinter. En janvier, Simon, le père de Robert, devient français par naturalisation. En mars, Robert voit le jour à Paris. On parlera français, on lira les grands auteurs et on croira en la République, celle des droits de l'homme, de la liberté de conscience et de l'école républicaine. L'histoire pourtant se fissure avec l'occupation, la nécessité de l'exil et les drames des rafles. À Lyon, en février 1943, Simon Badinter est arrêté. Robert ne reverra jamais son père. L'adolescence se poursuit en Savoie sous une fausse identité, dans le village de Cognat. Là-bas, des anonymes ont fait le choix de la solidarité. Robert Badinter ne les oubliera jamais. Et il n'y a rien de plus important pour les jeunes générations que de savoir que leurs parents et leurs grands-parents étaient des gens bien. Et parce que vous êtes tels, je vous en remercie. Cette enfance blessée lui apprendra que l'humanité sauve, que la justice protège, que la mémoire est un devoir. Alors, on a entendu la voix de Philippe Torreton, qui est le narrateur de la cérémonie. J'avais 13 ans quand mon oncle a été arrêté au domicile que nous venions de quitter. C'était en octobre 1941, pour gagner la zone libre. Il avait été dénoncé. Il a été envoyé à Drancy. Et de là, a disparu. J'avais 14 ans quand ma grand-mère paternelle a été arrêtée à son domicile par des policiers français sur ordre de Bousquier. C'était au début de l'automne 1942. Elle avait 80 ans. On l'a descendue sur une civière et tout l'immeuble populaire où elle vivait s'est insurgé devant ce qui était un crime. On l'a envoyée à Drancy. Elle a été déportée presque immédiatement. Et bien entendu, on n'a plus jamais eu de ses nouvelles. J'allais avoir 15 ans quand mon père a été arrêté à Lyon le 9 février 1943 par la police allemande et envoyé à Drancy et de là à Pithiviers a été déporté. Nous n'avons jamais eu de ses nouvelles, bien entendu. J'ai fait partie de ces jeunes gens, de ces membres des familles qui, au printemps 1945, se rendaient à l'hôtel Lutetia avec la photo des leurs pour demander aux survivants si peut-être ils ne les avaient pas vus. C'est cela, mon adolescence à moi. Alors
Alors Sandrine Bonner vient de lire une déclaration très forte que Robert Badinter avait fait lors du procès en diffamation que Robert Badinter aspire à devenir professeur de droit. Mais à 22 ans, il doit attendre. Il devient alors avocat au barreau de Paris. Avec Henri Torres, il plaide dans le monde du cinéma et de la presse et représente aussi la Fédération des orphelins de guerre. En 1965, il obtient l'agrégation de droit et réalise enfin son rêve, enseigner. Mais c'est en 1972 que tout bascule vraiment. Son confrère, Philippe Lemaire, l'appelle à ses côtés dans l'affaire Buffet-Bontemps. Ensemble, ils défendent Roger Bontemps. Accusé de complicité de meurtre, il risque la peine de mort. L'opinion publique et la justice réclament un exemple. Bontemps sera condamné à mort et exécuté. C'est ce jour-là qu'il devient militant de l'abolition, le jour où il assiste à la guillotine qui coupe en deux un homme vivant. Il passe, dira-t-il, de la conviction intellectuelle à la passion. Dès lors, il ne plaide plus jamais comme avant. L'affaire Patrick Henry en 1977 confirmera ce combat. Car cette fois, il ne défend pas l'accusé. Il intente un procès à la peine de mort. Ses alliés sont des écrivains, Hugo, Camus, Condorcet, et des maîtres d'audience, Henri Torres, Jaurès, Briand. Ses armes, la justice, la raison, l'humanité. Et sa raison d'agir, un son terrible, tranchant, irréversible. Celui de la guillotine, le jour de l'exécution de Roger Bontemps, qu'il n'oubliera jamais. Philippe Lemaire prit Bontemps par le cou et lui parla. Ce n'était pas un discours, mais une incantation verbale où sans cesse revenait le mot courage. Tu es bien. Tu es formidable. Tu as du courage. Seule importait la voix amicale, les mots familiers, cette tendresse secrète qui faisait irruption dans cette cellule et berçait Bontemps au moment de mourir. Ce que Philippe accomplit en cet instant dépassa tout ce qu'un avocat peut espérer jamais atteindre au service de la défense. Il interdit à l'horreur d'entrer. Il ferma Bontemps à la peur, à l'angoisse, le protégea contre tant d'ignominie comme une mère son petit. Bontemps avait mis ses lunettes, il enfilait sa chemise, il voulait se rouler une cigarette, ne trouvait plus le tabac. Un gardien vite lui entendit une déjà allumée. Maintenant, il était maître de lui, et parce qu'il allait mourir, de nous aussi qui l'entourions. Les aides, en bleu de chauffe, entourèrent Bontemps. Il fut assis sur la chaise, ligoté, redressé. On tirait sur les liens à coups secs. Philippe lui parlait. Il hochait la tête. Il fut empoigné. Philippe l'étreignit, je l'embrassai à mon tour. Déjà, on l'entraînait. La porte s'ouvrit. Philippe laissa échapper une plainte. La seule. Je me détournai. Nous entendîmes le claquement sec de la lame sur le butoir. C'était fini. Éric Ruff vient de lire un extrait de L'exécution, donc le livre de Robert Badinter qui raconte l'exécution de Roger Bontemps en 1972, un tournant dans sa vie, et qui raconte comment un homme est coupé en deux par la guillotine et ce à quoi il avait assisté ce jour-là. En 1981, François Mitterrand nomme Robert Badinter garde des Sceaux, ministre de la Justice. Pour lui, c'est plus qu'une fonction. C'est une promesse tenue.
celle d'un président à sa nation. Dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. À ce poste, Badinter transforme le droit et marque la société française. Il abolit la peine de mort, mettant fin à des siècles de pratiques judiciaires sanglantes. Il met fin aux institutions et juridictions d'exception. Il supprime le délit d'homosexualité. Il s'investit pour l'amélioration du sort des détenus et des gardiens de prison. Il défend l'égalité pour tous. Il est un droit qu'aucune loi ne peut entamer, qu'aucune sentence ne peut retrancher, le droit qu'on ne peut jamais perdre, le droit de devenir meilleur. Il inscrit aussi la France dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et il fait émerger un droit nouveau, le droit des victimes. En 1986, il devient président du Conseil constitutionnel et érige la Constitution en rempart. À travers lui, la Ve République retrouve une ambition libérale et humaniste. Ses repères sont Tocqueville, Portalis, Condorcet. Plus tard, au Sénat, il défendra encore et toujours les droits de l'homme. Comme écrivain, il fera entendre une voix forte contre les dérives autoritaires, l'oubli, l'indifférence. Et en toutes circonstances, il rappellera que l'état de droit est une exigence de chaque instant. Je ne crois pas aux causes perdues. Je crois au contraire qu'aucune cause n'est perdue à l'avance. Par conséquent, chacun doit combattre autant qu'il le peut et aussi longtemps que ça lui est donné pour les causes qu'il croit justes. C'est à chaque génération de poursuivre ce combat. Car c'est aussi cela que Robert Badinter nous lègue. Une voie, un chemin. C'est cela aussi, la République. Tout au long de ma vie judiciaire, j'avais rêvé qu'un jour, il me serait donné de transformer la justice française, de lui donner, au sein de l'Europe des libertés, une place éminente. Emportement de jeune homme, épris d'histoire, ambition de la maturité, nourrie par la réflexion universitaire et l'expérience judiciaire, ma conviction était absolue. La grandeur de la France. Ces mots qui aujourd'hui paraissent presque désuets et dont je me nourrissais depuis l'enfance. La grandeur de la France ne résidait à mes yeux ni dans sa force militaire, devenue seconde, ni dans sa capacité économique, même si celle-ci demeurait importante, ni même dans le rayonnement de sa culture, supplantée par la primauté anglo-saxonne. La grandeur et l'influence de la France sont pour moi à la mesure de son rôle au service des libertés. Qu'elle brille chez elle d'un éclat sans pareil. Alors son influence dans le monde se révèle, supérieure à sa puissance réelle. La justice française peut être aussi ou d'abord une justice de liberté. Ce que Robert Badinter défendait, c'était cette idée, celle d'une justice humaine et d'une république au service de l'universel. C'est ainsi que, plus qu'un homme de justice, il a été un humaniste. Par sa vie, sa rigueur, son refus des lois indignes de cette ambition. Être un humaniste, c'est croire au jour, même au cœur de la nuit. C'est rester debout quand la justice vacille. C'est avoir une foi absolue en l'homme.
Robert Badinter aura tout fait pour que la justice soit le chemin d'une société plus digne. Donc on vient de voir ces 3 temps forts consacrés à la mémoire, la justice et la République. Pivot! En avant! Marche! Pivot! Posez! En avant! Marche! C'est la prochaine étape, l'entrée. Oui, il va y avoir quand même un petit temps musical avec Julien Clerc qui va interpréter L'assassin assassiné. Une chanson manifeste. C'était un jour à la maison, je voulais faire une chanson d'amour peut-être, à côté de la fenêtre, quelqu'un que j'aime et qui m'aimait. Lisait un livre de Giono, et moi penché sur mon piano, comme sur un établi magique, j'essayais d'ajuster les mots à ma musique. Le matin même, à la santé, un homme avait été exécuté. Et nous étions si tranquilles, là au cœur battant de la ville. Ils sont venus à pas de loup, ils lui ont dit d'un ton doux: c'est le jour, c'est l'heure. Il les a regardés sans couleur. Il était à moitié nu. Voulez-vous écrire une lettre? Il a dit oui, il n'a pas pu. Il a pris une cigarette. Je ne suis président de rien. Moi, je ne suis qu'un musicien. Je le sais bien, et je ne prends pas de pause pour dire seulement cette chose. Messieurs les assassins commencent, oui, mais la société recommence. Le sang d'un condamné à mort, c'est du sang d'homme, c'en est encore, c'en est encore. Chacun son tour, ça n'est pas drôle. On lui donne 2, 3 paroles et un peu d'alcool. On lui parle, on l'attache, on le cache dans la cour. Un grand œil noir protège sa mort des regards. Et puis ensuite, ça va très vite, le temps que l'on vous décapite. Si je demande qu'on me permette, à la place d'une chanson d'amour peut-être, de vous chanter un silence, c'est que ce souvenir me hante.
très belle chanson écrite en 1980, symbole de l'abolition de la peine de mort. Elle avait été écrite après un procès, le procès de Norbert Garceau, auquel Julien Clerc avait assisté. Et Robert Badinter était l'avocat lors de ce procès. Au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. C'est de France, c'est de cette enceinte souvent, que se sont levées les plus grandes voix, celles qui ont résonné le plus haut et le plus loin dans la conscience humaine, celles qui ont soutenu avec le plus d'éloquence la cause de l'abolition. Vous avez rappelé justement Hugo. J'y ajouterai à cet instant, parmi les écrivains, Camus. Comment ne pas penser aussi, dans cette enceinte, à Gambetta, à Clémenceau, et surtout au grand Jaurès. Ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort, ceux-là méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres passions ne le sont, qui celles-là sont nobles. Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Dans les pays de liberté, l'abolition est presque partout la règle. Dans les pays où règne la dictature, la peine de mort est partout pratiquée. Mais dans une république, dans une démocratie, quels que soient ses mérites, quelle que soit sa conscience, aucun homme, aucun pouvoir ne saurait disposer du droit de vie et de mort sur quiconque en temps de paix. Ressentir au profond de soi-même le malheur et la douleur des victimes, mais lutter de toutes les manières pour que la violence et le crime reculent dans la société. Cette sensibilité, ce combat-là, n'implique pas la nécessité de la mise à mort du coupable. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur, triomphant de la raison et de l'humanité. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées. Législateurs français, de tout mon cœur, je vous remercie. C'était son discours historique du 17 septembre 1981. Oui, devant l'Assemblée nationale et quelques jours plus tard, qui a abouti à l'abolition de la peine de mort en France. Et on voit toute l'émotion de la famille de Robert Badinter depuis le début de cette cérémonie. Et là, il y a un hémicycle symbolique composé de 108 magistrats et auditeurs de justice issus de l'École nationale de la magistrature et de la formation du barreau de Paris, Badinter, qui s'est formé sur les marches du Panthéon. Aujourd'hui, ce que vous nous laissez, ce ne sont pas des certitudes, ce sont des repères. Vous nous avez appris que la justice est fragile, qu'elle se tient debout grâce à des femmes et des hommes qui osent parler quand d'autres se taisent. Vous nous avez montré qu'elle ne tient pas seulement dans les lois,
mais dans le regard porté sur l'autre et sur ceux qui portent les lois. Et c'est ici, devant l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vous avez enseigné que nous mesurons l'héritage transmis à notre génération. Victor Hugo disait à son époque, « Il est un droit qu'aucune loi ne peut entamer, qu'aucune sentence ne peut retrancher, le droit de devenir meilleur. » Aujourd'hui, à notre tour, nous prenons le relais pour défendre ce que vous avez incarné, la liberté, non pas comme un droit, mais comme une responsabilité, l'égalité, pas comme une idée, mais comme un combat, la fraternité, pas comme un mot, mais comme un geste. C'est un principe que chaque citoyen peut invoquer. Et par-dessus tout, l'humanité. Celle qui refuse la peur, la haine, la vengeance. Celle qui dit non à l'indifférence et oui à la dignité. Aujourd'hui, en votre nom, et pour tous ceux qui viendront après nous, nous gardons en mémoire vos mots. Tant que je vivrai, je combattrai la peine de mort. Cet avocat et cet élève magistrat se sont adressés symboliquement à Robert Badinter pour montrer combien son héritage est important et combien ils sont là pour prendre la relève aussi. Ils vont former une aide d'honneur pour laisser entrer ce cénotaphe au sein du Panthéon. Boris Rosenthal, vous connaissez par cœur ce discours. Vous voyez le citer, le murmurer. Par cœur, non, mais j'en connais les grandes lignes. Mais je suis frappé, c'est une cérémonie qui est très émouvante, moi qui me touche beaucoup. Et je voyais l'émotion aussi d'Elisabeth Badinter, qui est très touchante. Et je me permets de rappeler que derrière ce grand homme, il y a aussi cette grande femme. En avant, marche. Il y a aussi une famille qui a subi des menaces au cours de ce combat pour l'abolition. Il faut rappeler, les débats étaient extrêmement violents et cette famille a été menacée, ses enfants. Il faut rappeler la violence aussi et ce qu'a pu subir aussi Robert Badinter, qui restait toujours constant dans ses convictions, malgré les critiques qu'on a pu lui faire. Cénotaphe qui rentre sur un morceau interprété par la chanteuse lyrique Catherine Trottmann, un morceau d'Handel.
Un pas de côté. Marche. En avant. Marche. Magnifique entrée. On attend maintenant le discours du président, semble-t-il. Oui, c'est le discours d'Emmanuel Macron qui va se tenir devant la figure de la Convention nationale pour prononcer ce discours avec 2 éléments qui sont censés représenter une feuille de papier. Ça a été un peu le fil rouge aussi, les mots, voilà, la verve, l'éloquence de Robert Badinter qui, à chacune de ses prises de parole ou même la moindre petite interview, nous transperçait vraiment par ses mots, par sa conviction. Donc on va écouter le président de la République qui donc préside cette cérémonie, qui a fait le choix de faire entrer Robert Badinter au Panthéon. Les morts, ici aussi, nous écoutent. Et il est des voix que nous entendons encore résonner. Celle de Robert Badinter en est une, singulière et forte, porteuse des idéaux de la France et de la République. Robert Badinter, dans un instant, prendra place aux côtés des hommes de 1789. Condorcet, l'abbé Grégoire, Gaspard Monge. Et non loin reposent déjà Victor Hugo, Émile Zola, Jean Jaurès, Jean Moulin, Missak Manouchian et tant d'autres. Robert Badinter entre au Panthéon avec les Lumières et l'esprit de 1789, la promesse accomplie de la Révolution. Robert Badinter entre au Panthéon avec les principes de l'état de droit, une certaine idée de l'homme, inséparable de l'idéal républicain. Et dans cet instant, nous entendons sa voix précise, articulée, aux accents quelquefois caverneux, montant soudain sous les échos de cette voûte, cette voix pleine de colère, d'indignation, de passion, toujours juste. Il entre au Panthéon et nous entendons sa voix qui plaide ces grands combats essentiels et inachevés. L'abolition universelle de la peine de mort, la lutte contre le poison antisémite et ses prêcheurs de haine, la lutte pour la défense de l'état de droit. Ces combats sont ceux qui traversent les siècles et portent nos idéaux comme la définition véritable de ce que nous sommes. Combat contre l'antisémitisme d'abord. Robert Badinter n'ignore rien de ce qu'est la lutte contre le négationnisme, contre Robert Forisson et tant d'autres, et contre tous les faussaires de l'histoire. On ne renonce jamais à combattre l'antisémitisme. Quand on a entendu dans la cour de son lycée Moreau-Youpin, quand on a vu ses parents forcés de vendre leur boutique en raison des lois antisémites du régime de Vichy, quand on a frôlé l'arrestation à Lyon, rue Sainte-Catherine, quelques minutes après celle de son propre père, quand on sait sa famille, ses proches dénoncés, arrêtés, exterminés parce que juifs, quand on a attendu en vain le retour de ce père, arrêté à Lyon sur ordre de Klaus Barbie et assassiné à Sobibor, quand on a dû faire traduire ce même Klaus Barbie devant la cour d'assises d'une justice qui ne tue plus personne, même le plus zélé des criminels nazis. Robert Badinter, né dans les années 20, ravagé par la haine des Juifs, s'est éteint dans nos années 20, où à nouveau la haine des Juifs tue.
Et notre époque nous oblige. Alors n'éteignons jamais cette colère face à l'antisémitisme, visage premier de la haine. C'est le combat urgent de chacun d'entre nous pour que les Juifs ne soient pas seuls. C'est là surtout l'un des combats existentiels de notre République pour que nous demeurions ce que nous sommes. Combat au nom même de notre universalisme. Robert Badinter, à 17 ans, réclamait au tribunal la restitution de l'appartement dont pendant la guerre sa famille avait été spoliée. Premier procès et premier mot du président alors: Monsieur Badinter, la déportation de votre père, cela n'intéresse pas le tribunal. L'injustice pour Robert Badinter, ce fut aussi cette phrase. Le mépris, la haine, l'odieuse condescendance antisémite. La justice pour Robert Badinter sera pour toujours le refus de cette phrase et de sa flétrissure. Alors, avocat, le jeune Robert Badinter ne s'assigne qu'une seule mission: défendre la vérité d'un homme, défendre la justice, défendre l'accusé quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait, défendre l'homme derrière l'accusé et la dignité que nul ne peut lui ôter. Oui, défendre une certaine idée de la justice qui, pour être exemplaire, doit être impartiale. Voilà pourquoi il plaide pour la vie de Patrick Henry, qui a assassiné un enfant de 7 ans. Lui, Robert Badinter, qui 5 ans plus tôt, aux côtés de ses confrères, n'a pu sauver Claude Buffet et Roger Bontemps. De cette exécution, Robert Badinter a tout vu. La guillotine dressée au petit matin, le bruit du couperet, un homme coupé en deux, et la conviction plus que jamais ancrée en lui que ce spectacle n'est pas digne de la société des droits de l'homme, que cette férocité qui croit venger nous déshonore tous. C'est ce chemin de vie qui mène Robert Badinter à François Mitterrand, dont il est un compagnon de route fidèle. Et c'est à lui, et à lui seul, que le premier président socialiste de la Ve République confie la tâche ultime: obtenir l'abolition de la peine de mort. Face à une opinion rétive, Robert Badinter, au-delà des rangs de la gauche, sut convaincre des parlementaires de la droite et du centre de voter en faveur de l'abolition. La loi fut promulguée, voilà 44 ans. Ce combat, pourtant, n'est pas terminé. Et jusqu'au bout, il continua, et nous continuerons de le porter jusqu'à l'abolition universelle. Pour Robert Badinter, chaque jour devant nous doit être un 9 octobre. C'est la même exigence qui habite le ministre de la Justice. Celui qui entend mettre fin à l'inhumanité dont peuvent être l'objet les prisonniers dans leurs cellules, qui fait abroger, avec l'aide de Gisèle Halimi, la loi de Vichy réprimant encore l'homosexualité, qui supprime les tribunaux d'exception des forces armées, qui abroge la loi anticasseurs qu'il juge à juste titre attentatoire aux libertés individuelles, qui offre un nouveau recours, celui de la Convention européenne des droits de l'homme, aux justiciables, qui donne plus de place aux victimes et protège mieux les atteintes à la dignité humaine. Garde des sceaux, Robert Badinter est gardien d'un idéal. Et parce qu'il entend œuvrer en demeurant fidèle à ce qui fonde l'engagement d'une vie, il est critiqué, attaqué, moqué, vilipendé,
insulté, injurié, haï même. Et jusqu'à aujourd'hui, cette haine odieuse de quelques-uns, le poursuivant même dans son soleil d'outre-tombe. Ses ennemis les plus farouches n'ont de cesse de vouloir lui accoler l'étiquette qu'ils pensent infamante de laxiste. Jusque sous les fenêtres de son ministère, il vocifère. Mais aujourd'hui, comme hier, ceux qui dénoncent le laxisme d'une justice qui ne tue plus n'aiment pas que la justice soit juste. Chaque fois que ses ennemis traitent Robert Badinter de laxiste, ils lui décernent le titre d'humaniste. C'est au nom de cette exigence même, toujours guidé par le souci de protéger les lois fondamentales qui assurent à chacun d'entre nous liberté et dignité, que le président du Conseil constitutionnel se fait le défenseur et le promoteur de l'état de droit. Robert Badinter le sait mieux que quiconque. Là où l'arbitraire se répand, là où l'état de droit est attaqué, prospèrent toutes les formes de haine, de racisme, d'antisémitisme. S'impose aussi la loi du plus fort ou la démagogie du moment. Oui, défendre l'état de droit, c'est protéger chacun dans sa dignité, c'est protéger la nation dans sa liberté, c'est protéger les lumières dans leur clarté. Parce qu'il croit à l'universel, Robert Badinter porte ses combats au-delà des frontières. En Europe, d'abord, où il aide de jeunes démocraties à écrire leur constitution. Comme témoin du procès Eichmann à Jérusalem ou artisan du procès de Klaus Barbie à Lyon, militant de la justice internationale, Robert Badinter défend ce refus de l'impunité, assignant à chaque bourreau sa peine, car les crimes partout et toujours doivent trouver leur juste châtiment. Robert Badinter, c'est la vie juste. Partout et toujours, défendre ce droit de chacun à devenir meilleur. Partout et toujours, rendre l'homme plus libre. C'est par le savoir et l'éducation que l'on s'arrache à ses assignations. Croire en l'homme, c'est croire, oui, qu'il peut devenir meilleur. Et le combat de Condorcet fut le sien. Fils d'immigrés russes, naturalisé français, Robert Badinter devient professeur agrégé. C'est par l'amour qu'on trouve parfois la force de cette quête. Robert et Elisabeth Badinter écrivent du couple formé par Condorcet et Sophie. Ils sont l'un pour l'autre le monde entier. À leur tour, à leur manière, Elisabeth et Robert sont l'un pour l'autre l'universel tout entier. Lumière d'un grand amour, amour des grandes lumières. Alors oui, ce soir, Robert Badinter entre ici avec ses combats et nous entendons sa voix. Nous entendons sa voix qu'en visitant Auschwitz pour la première fois, un jour de printemps, Robert Badinter remarqua 3 fleurs dans ce champ dévasté et songea « C'est en voyant ces fleurs que j'ai compris que la vie est plus forte que la mort. » Nous entendons sa voix et derrière elle se dessine son sourire, une confiance, une espérance. Alors oui, les morts nous écoutent. À nous aussi de les entendre, de nous dresser à notre tour, de porter leur combat à nouveau pour que les vivants espèrent. Vive la République, vive la France.
marcher, nos fils, nos compagnes.